Chers web auditeurs, bonjour et bienvenue sur No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. C'est avec un plaisir tout à fait descriptible que je vous retrouve après l'exceptionnel accueil que vous avez réservé à nos 2 premiers opus. Aussi, je vous remercie de contribuer autant à la programmation de l'émission et vous garantis la bonne lecture de toutes vos propositions de sujets. Et pour ceux qui n'ont pas été au rendez-vous et qui n'ont jamais cliqué sur No Name TV, rappelons que le Bureau de la Dissidence est et sera un espace de liberté d'expression totale dans les limites du respect de tous et qu'il s'agira de convoquer des thèses peu communes ou des thèmes plus communs mais vus par des invités insoumis aux autorités établies. Cela étant dit, vous l'aurez compris, No Name TV revient et pour ce retour, nous ouvrons ce jour le premier volet d'une série d'interviews ayant trait à l'art et à l'éthique. Une réflexion qui nous amènera à débattre autour de la place de l'éthique dans l'art et ou de l'art dans l'éthique, un dossier qui nécessitera l'expertise de sociologues, d'artistes, de professeurs d'histoire de l'art, de philosophes, de théologiens, sans oublier bien sûr le point de vue de ceux sans qui, peut-être, l'art ne serait pas de l'art, c'est-à-dire ceux qui le contemplent, qui le touchent, l'exposent ou le monnaient. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, un invité plus prestigieux que discuté. Je vais vous donner d'autres indices qui vont, à l'image de l'action d'un entonnoir, vous permettre de dessiner son visage. Le premier indice est que No Name TV va réaliser l'exploit de ne pas évoquer la mémoire de ses aïeuls. Aussi, n'ayez pas la mauvaise idée d'applaudir cet exploit, même là derrière votre écran, il serait capable de les entendre tellement il refuse les applaudissements. C'était le deuxième indice. Et toujours dans l'espoir de ne pas flatter son ego, sachez qu'il a été élu parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Times Magazine en 2004. Enfin, quatrième et dernier indice, notre invité a rendu célèbre un mot. Et bien que ce mot résonne beaucoup dans les médias, nous sommes nombreux à ne pas en connaître la signification, comme l'atteste le micro-trottoir que vous allez découvrir. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un moratoire ? Moratoire, j'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est compliqué ça, c'est fait exprès ça. Franchement, je sais pas. Ouais, franchement, là, non, je suis pas obligé déjà. Moratoire, tu vois, t'aurais mieux fait de répondre. Moratoire. Bah, c'est pas un temps d'arrêt entre deux. Je sais plus. Moratoire, je ne savais pas vous dire du tout. Je pense que c'est la réflexion, je crois, sur un thème, je veux dire. Le moratoire, c'est... Comment dirais-je? Ah voilà, moratoire. Un conciliabule, une sorte de réunion pour un style bien particulier. Alors, si notre micro-trottoir a les mêmes prétentions de fiabilité que les sondages des dernières élections du président de la République française, nous pouvons dire que nous sommes 4 Français sur 5 à ne pas connaître la signification du mot moratoire, un mot certes célèbre mais incompris et qui a en retour rendu notre invité célèbre et incompris en France. Pour ceux qui ne savent toujours pas de qui il s'agit, notre invité est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford à Londres et est directeur du CIL, le Centre international de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Chers web auditeurs, je convoque donc aujourd'hui au bureau de la dissidence Tariq Ramadan. Tariq, bonjour. Bonjour. Veuillez s'il vous plaît décliner votre identité, date, lieu de naissance et nationalité. Bien écoutez, je suis né le 26 août 1962 à Genève. Je suis de nationalité suisse. Merci. Tariq, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tenter de définir ce qu'est l'éthique. Je dis bien tenter car très vite, je me suis rendu compte que définir l'éthique, en 2 lignes, relevait du défi, voire d'une démarche peu sérieuse. Tant l'éthique recouvre de formes, au vu aussi de ses nombreux fondements et des divers domaines auxquels ces principes peuvent s'appliquer, ou non d'ailleurs. Alors, j'ai misé sur notre échange pour appréhender au mieux ce qu'est l'éthique.
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de nous entendre sur une définition assez large. Monsieur Ramadan, cher web auditeur, admettons que l'éthique est une réflexion autour de règles ayant pour but d'indiquer aux femmes et aux hommes comment agir et être dans la perspective de l'idéal d'une société. À ce titre, peut-on dire que l'éthique est la sagesse pratique conjointement à la philosophie qui serait la sagesse théorique? Écoutez, j'aurais pas défini les choses de cette façon-là, même si je suis d'accord avec la première partie de votre définition. Je pense que l'éthique, c'est un champ de la philosophie. La philosophie pense l'éthique. Elle peut la penser à partir de la rationalité, comme elle peut la penser aussi à partir des références religieuses, mais il s'agit bien de ces règles pratiques qui permettent aux femmes et aux hommes de pouvoir atteindre des objectifs de la dignité, des objectifs du bien-être, et qui sont au grec ce que la morale est au latin. En fait, ce sont deux termes qui veulent dire la même chose, c'est la règle du bien et du mal. Après, la source et les objectifs peuvent changer. Certains penseurs ont dit que la morale était de faire les choses par devoir et l'éthique de les faire par amour. Ça rejoint. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que l'éthique ce soit forcément une dimension de l'amour. Je pense que le philosophe Ricoeur, quand il détermine les sources, il met en évidence que la dimension de l'éthique, il y a une dimension de la rationalité, il y a une dimension de la construction par le bas, alors que souvent la morale, c'est un donné, un révélé par le haut. On parle beaucoup plus de morale pour la religion et d'éthique pour la rationalité, mais c'est pas forcément une approche de cœur pour l'éthique et une approche de raison ou d'imposition pour la morale. Je pense que les choses sont beaucoup plus liées à un cadre qui permet l'agir humain ou qui l'oriente. Donc des choses que l'on règle. Des choses que l'on règle. L'éthique, c'est la régulation. C'est la régulation. Quand on parle d'éthique dans l'art ou d'éthique dans la politique ou dans l'économie, on essaye de réguler l'agir humain en disant qu'il y a des limites à l'agir humain, il y a des choses qui ne se font pas et puis il y a des choses qui se font et qui se promeuvent. On a vu qu'il y avait donc aussi plusieurs fondements d'un point de vue de l'islam. Déjà, peut-on dire l'éthique islamique? C'est correct de dire ça? Bien sûr. Alors, l'éthique islamique, par définition, se fonde-t-elle uniquement sur les sources scripturaires que sont le Coran et la tradition prophétique? Alors non, au départ, bien entendu, ce qu'on appelle les ta'sil, c'est-à-dire la source de l'éthique islamique, va bien sûr être, ça va être les sources scripturaires, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète. Mais il y a d'autres sources à l'éthique. Ce peut être, par exemple, quand on revient au Coran, vous avez le mot qui est utilisé dans le Coran, c'est « el-ma'rouf ». « El-ma'rouf » veut dire en arabe « ce qui est connu parmi les hommes comme étant de bien ». Et le principe premier en islam, le principe premier, c'est la permission. Donc il y a dans le non-dit, dans l'agir, dans le culturel. Il y a avec la coutume alors exactement. Il y a quelque chose qui a à voir avec le reconnu parmi les gens comme étant de bien. Alors ça, c'est une autre source. Et puis il y a la rationalité. Le savant musulman, qui était aussi un philosophe, qui était aussi un mystique, qui était aussi un être qui avait promu une certaine philosophie de vie, Abu Hamid al-Ghazali au XIIe siècle, il dit une chose tout à fait particulière. Il dit le Coran, c'est la révélation externe et l'intelligence, c'est la révélation interne. C'est la révélation. Donc la rationalité peut produire de l'éthique. À partir du moment où, par exemple, on va trouver de nouveaux moyens techniques, on va trouver de nouveaux modes d'expression. Tout cela, on ne le trouvera pas dans le Coran. Donc, entre les textes qui orientent et la raison qui produit, on peut trouver une autre source de l'éthique appliquée. Alors, quelle est la marge de manœuvre, justement, entre la raison et les sources scripturaires éventuellement? Je veux dire, quelle est la part d'universalité? Voilà, quelles sont les valeurs que vont partager l'éthique musulmane avec l'éthique entendue? On ne le trouvera pas dans le Coran. Donc, entre les textes qui orientent et la raison qui produit, on peut trouver une autre source de l'éthique appliquée. Alors, quelle est la marge de manœuvre, justement, entre la raison et les sources scripturaires éventuellement? Je veux dire, quelle est la part d'universalité? Voilà, quelles sont les valeurs que vont partager l'éthique musulmane avec l'éthique entendue comme plus générale?
Il n'y a pas de règle une et définie, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que parfois, dans la source, l'idée, par exemple, que on évite la douleur, on évite la violence, on évite la dégradation, par exemple, comme la torture, ça, la source nous dit quelque chose qui est déjà universel. C'est-à-dire, on va tous le partager parce que la rationalité dit la même chose. Mais parfois, c'est dans l'objectif qu'on va trouver. C'est-à-dire que la source dit quelque chose de singulier, mais elle a un objectif qui peut être universel, comme par exemple l'expression de le bien-être, le maslahat an-nas, comme on dit en arabe, c'est le bien-être de la société. Et cela, chaque société va pouvoir le produire, le penser en fonction de son histoire, de sa psychologie collective. Donc l'universel, c'est parfois dans l'expression que l'on trouve dans les sources et parfois dans les objectifs que l'on voit être produits, soit par les sources, soit par la rationalité humaine, soit par la coutume. Donc l'universalité, ce n'est pas un champ restrictif. On peut le voir, c'est multidimensionnel et ça évolue, tout à fait. D'accord. Bien, je crois que nous avons défini un cadre assez précis dans lequel ou en dehors duquel va s'exprimer notre autre objet de réflexion, l'art. Et pour en parler, au lieu de partir à la conquête d'une définition, je vous propose d'observer une œuvre. Et permettez-moi dans un premier temps de vous présenter ce masque. Voilà, c'est un masque rendu célèbre par les tueurs qui le portent dans les épisodes d'un film d'épouvante américain, Scream. Mais si je vous le montre, ce n'est pas pour son éventuel caractère artistique, ni d'ailleurs pour évaluer celui du film, parce que j'imagine que le 7e art nous a proposé des sujets bien plus intenses que l'histoire d'une bande d'adolescents qui se courent après pour se mettre des coups de couteau, mais plutôt parce qu'il aurait été inspiré par le réputé tableau de Munch, appelé Le Cri, que l'on va pouvoir voir ici. Cette toile est dépeinte comme l'œuvre la plus importante de cet artiste norvégien. Et l'une des 4 versions, donc symbolisant un homme emporté par une crise d'angoisse, a été vendue il y a quelques semaines à 120 millions de dollars. Une crise d'angoisse à 120 millions de dollars, Tariq, c'est le record de vente d'un tableau aux enchères. Nous achetons notre angoisse, et en plus d'être dans nos salons, j'allais dire, nos angoisses, nos frustrations, nos perversions prennent place aussi dans les musées. Alors, est-ce que sous prétexte de dresser un tableau de l'état des lieux de la vie en société, l'art ne légitime-t-il pas des productions contraires à l'éthique ? Ce peut arriver, mais là, je n'irai pas dans ce sens-là par rapport à cela, parce que exprimer l'angoisse, ce n'est pas vendre l'angoisse, c'est vendre l'expression artistique de cette angoisse. Et donc, bien entendu, il y a une surenchère en termes de prix sur toute la production artistique, mais nous sommes dans un univers de la consommation. On vend cher le fait de jouer au football, comme on vend cher l'art et l'esthétique d'une certaine façon. Mais ce qui est le plus important, c'est au-delà de la valeur du tableau, c'est considérer la maîtrise de la technique, c'est l'expression, c'est la traduction. Et c'est vrai que quand vous voyez ce tableau, il y a quelque chose qui est une expression assez forte de ce que peut être l'état d'angoisse. Donc c'est une bonne traduction, une bonne représentation. Ce n'est même pas simplement un moyen d'expression, c'est l'expression elle-même de l'angoisse. Alors après, il y a le nom du peintre, mais ce qu'il faut que l'on reconnaisse, c'est déjà ceci. Alors déjà, on peut dire, il y a la question de l'éthique par rapport au prix, et puis ensuite, il y a la question de l'éthique par rapport à l'expression. Je ne vois rien dans ceci qui aille à l'encontre d'une éthique sociale, d'une éthique individuelle. Oui, j'entendais plus par le fait de dresser un état des lieux de la vie en société. Il y a nos angoisses, il y a aussi donc du coup aussi nos perversions, nos frustrations. C'est des choses qui vont s'exprimer comme vous venez de le dire, donc c'est plutôt l'expression de tout ceci. Mais est-ce qu'à un moment donné, par exemple, un artiste qui exprimerait sa frustration par la mise en scène de la nudité par exemple, vous voyez, est-ce que là, on est contraire à l'éthique ou toujours pas? Alors, dans la tradition musulmane, effectivement, mais ce n'est pas la seule, je veux dire, dans l'éthique des philosophes, comme dans l'éthique de beaucoup de traditions religieuses, il y a effectivement cette idée que l'éthique, elle se pense en termes artistiques dans l'objectif de ce que l'on veut traduire et exprimer, mais également dans les moyens. Et donc effectivement, il y a l'idée que l'art, ce doit être l'espace de liberté avec l'espérance qu'il y ait une dimension de l'élévation spirituelle. Et c'est là où par rapport à l'art contemporain, à un moment donné, ce que certains disent, ils diront, par définition, l'art ne doit pas être
ce moyen d'expression du spirituel. Ça doit être le moyen de la provocation, le moyen de la destruction. C'est quelque chose qui casse le sens. Ça, c'est toute l'idée que l'on avait au niveau de la pensée de l'art abstrait. L'art abstrait, il trouve son essence dans sa volonté de briser les formes, de briser le sens, de briser la convention. Et vous parliez des moyens, justement. L'art a connu sa révolution des matières utilisées, justement, pour produire de l'art. Et il y a eu de la poussière, des excréments. Jusqu'où peut-on aller pour... Oui, ça va... Alors ça, c'est la rencontre de deux univers de sens. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que l'on voit en Occident souvent, mais ça, c'est plutôt minoritaire dans le monde. On pense, nous, quand on vit en Occident, que c'est la majorité de la civilisation humaine qui pense ceci. Non, finalement, on est une petite minorité en Occident à vivre cette idée que l'art tout est possible en art et rien n'est soumis au jugement humain parce que justement, c'est de l'art. Alors on pourra tout écrire, tout montrer, tout traduire et la réponse que l'on aura à la question posée, qu'est-ce que cela veut dire en termes de sens, on dit c'est de l'art. Donc l'art se suffit à lui-même. Les traditions religieuses, et en particulier la tradition musulmane, elle ne dit pas ça. Elle dit que l'art est constitutif de l'être humain, qu'il faut savoir dire l'imaginaire, le protéger, le célébrer. Il faut être créatif. Qui a une voix, qui a une foi, doit savoir dans la voix et par la foi être créatif. Créatif de l'imaginaire, mais cela veut dire dans l'élévation, jamais dans le déni du sens. D'accord, d'autant plus que c'est quelque chose que l'on perçoit comme ça immédiatement. Ce n'est pas une dimension sous-jacente de la culture, pardon, l'art. C'est quelque chose qui nous est parfois même imposé et qui participe à la structuration d'une société. Donc, et vous avez cependant déclaré lors de l'une de vos conférences, vous avez appelé à ne pas soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Alors justement, jusqu'où peut-on aller dans la production artistique, puisque celle-ci intéresse directement l'action humaine? Alors ça, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire les limites de l'éthique et les espaces de liberté. Alors je le disais tout à l'heure, le principe premier en islam, c'est la permission, parce que nous ne vivons pas et nous ne devons pas entretenir, à partir du référent musulman, cette idée de la culpabilité. Non, nous devons célébrer la liberté. L'une des caractéristiques qui fait que l'être humain est considéré comme un être digne, nous avons donné la dignité à l'être humain, c'est son choix, c'est sa liberté. Donc il faut que l'art protège cette liberté, la célèbre et la multiplie. Maintenant, il y a des domaines sur lesquels, effectivement, il faut laisser l'expression et que l'éthique ne doit pas intervenir. Il y a parfois, nous aujourd'hui, on est tellement sur la défensive en tant que musulmans qu'on veut mettre de l'éthique partout. Mais quand vous mangez, on ne va pas mettre de l'éthique sur le fait de manger parce que c'est naturel. L'expression est aussi naturelle. Donc, vous dites souvent que tout n'est pas réglé, pardon. Oui, tout ne doit pas être réglé par une espèce d'obsession de la limite, mais en même temps, il faut toujours se nourrir de cette vision des objectifs que l'on veut et puis laisser de la liberté au mode d'expression, laisser aux gens, par exemple, mais le fait de dire avec le verbe la beauté de la vie, la beauté de la nature, mais il ne faut pas qu'on soumette ceci à des règles. Laissons les gens s'exprimer. Ayons confiance en notre naturel jusqu'à preuve du contraire. Ayons confiance en notre naturel jusqu'à preuve du contraire, et pas le contraire. Mais dans ces sociétés multiculturelles, aujourd'hui, ces sociétés post-modernes, nos rapports au corps ont changé. J'entends par société postmoderne, bien sûr, toutes celles qui appartiennent à notre temps, celles du monde entier, pas uniquement les sociétés occidentales, justement. Et nous sommes capables de reconstituer des visages, nous sommes moins esclaves de la douleur aussi, nous sommes capables de remodeler telle ou partie du corps. Donc nous avons une nouvelle manière de l'exposer, de l'habiller. On a parlé de la pudeur, mais la pudeur ne doit-elle pas imprégner nos œuvres d'art, justement, afin d'empêcher une surenchère de la chair? Au final, est-ce que ce ne devrait pas être la limite? Vous avez dit que d'un point de vue de l'éthique islamique, c'était le cas. Et si vous prenez ces sociétés multiculturelles, notamment la France, qui connaît donc une communauté aussi des citoyens français de confession musulmane, comment eux, quelle marge de manœuvre ils ont? Qu'est-ce qu'ils doivent soumettre à leur éthique? Parce qu'on est responsable de ce que l'on voit, mais à un moment donné, on vit dans une société qui n'a pas cette vision forcément musulmane de l'éthique dont vous avez parlé. Est-ce que la pudeur doit imprégner une œuvre d'art? Pour vous, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, même clairement en plus, mais pour empêcher la surenchère de la chair au final. Oui, moi je pense que la pudeur, c'est fondamental. Je veux dire, je comprends que l'art
est une fonction provocatrice parce qu'il va jouer sur les limites, mais la fonction provocatrice pour questionner les limites ne veut pas dire qu'on soit dans l'excès. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver une forme de juste milieu. Et donc la pudeur, elle est importante aujourd'hui dans les sociétés postmodernes. Je dis, vous savez, dans le monde, vous allez en Inde, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Afrique et vous allez vous rendre compte que les gens ont un rapport à la pudeur qui est complètement différent. Aujourd'hui, il faut effectivement, dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on dit, il faut 3 types de pudeur. La première, elle n'est pas simplement la pudeur du corps, elle est la pudeur intellectuelle, c'est-à-dire que pour n'importe quel artiste, il faut faire attention que le sens de l'esthétique ne confine pas la vulgarité. Il faut éviter le vulgaire au nom de l'art. Et donc c'est la terminologie, c'est la façon de s'exprimer, qu'est-ce que l'on montre. Il y a des choses dont le cœur naturellement sent qu'il y a de la vulgarité. La deuxième des choses qui est au-delà de la pudeur verbale, il y a la pudeur intellectuelle, c'est-à-dire les sujets que l'on traite. Il faut célébrer les dignités humaines, il faut célébrer même les souffrances, il faut savoir même dire le plaisir et le désir, mais avec une pudeur qui est une pudeur qui, encore une fois, ne s'impose pas de ne rien dire, mais fait attention à la façon de dire. Et puis, la pudeur sur les corps, cette expression-là. Alors, encore une fois, il ne faut pas que nous soyons des obsédés de ne rien voir, mais il faut qu'il y ait des limites. En bout du compte, est-ce que l'on parle à l'imaginaire qui s'élève ou est-ce que l'on parle à l'instinct qui s'enferme? C'était la question que Baudelaire posait au début des Fleurs du Mal. Alors justement, il y a d'autres manières d'autres manières que d'avoir une réflexion sur des valeurs pour établir des limites, des règles. C'est de les imposer par le droit, donc par l'action politique. Vous avez déclaré en France que ce n'est pas parce qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État qu'il ne devrait pas y avoir d'éthique en politique. Et comme vous le savez, ce principe de séparation, cette loi, la laïcité, souffre de plusieurs définitions idéologiques. On le voit, qui se distinguent par le fait de plus insister sur un article de la loi qu'un autre, voire fondé sur aucun des articles. Monsieur Ramadan, en France, la définition idéologique dominante ne s'inscrit pas dans le pluralisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, les citoyens français de confession musulmane doivent-ils soumettre à leur éthique leur rapport aux lois? Écoutez, d'abord, c'est une chose qui est déterminante. Ce que vous venez de dire là est déterminant. C'est-à-dire qu'il y a le cadre légal de la laïcité et puis il y a son interprétation idéologique à géométrie variable. C'est-à-dire on utilise la laïcité pour intégrer certains, désintégrer d'autres, inscrire certains dedans, inscrire d'autres dehors. Et très souvent aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a une lecture idéologique du cadre de la loi. Ce que doivent faire les citoyens français de confession musulmane, d'abord, c'est de revenir à la loi, sa lettre et son esprit, et puis ils verront qu'ils n'ont absolument aucun problème avec la lettre et la loi de l'esprit. Maintenant, dire que nous séparons les autorités, qu'il n'y a pas pour l'autorité religieuse à s'imposer sur l'autorité de l'État est une chose. Dire que des principes éthiques sont complètement absents de la vie politique, c'est tomber et verser dans le machiavélisme. C'est Machiavel qui disait ceci, qu'en politique il n'y a pas d'éthique et que finalement tous les moyens sont bons, seul compte la fin. Non, il faut aujourd'hui, on s'en rend compte dans tous les univers politiques où il y a corruption, où il peut y avoir dictature, où il y a des malversations, eh bien nous avons besoin d'une éthique en politique, nous avons besoin que des valeurs soient fondatrices. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre le despotisme, il faut lutter pour la transparence. Tout ça, c'est de l'éthique en politique, comme il faut de l'éthique en économie. L'éthique est constitutive de la dignité humaine, on le sait. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, d'y revenir par imposition, mais y revenir par inspiration nécessaire. D'accord. Et parfois, comprendre la loi, c'est-à-dire revenir faire une certaine forme... Pour les citoyens français de confession musulmane, il apparaît important de faire un certain travail d'empathie, notamment sur l'histoire de France, puisque, comme on le voit dans la mémoire, dans les institutions qui, par définition, donc, sont de la mémoire, est inscrite les guerres de religion. Entre protestants et catholiques, ça a été très, très, très difficile. Mais est-ce que cela suffit de comprendre son histoire, du pays dans lequel on vit, de comprendre la loi, puisqu'il est vrai que si on revient au texte, très rapidement, on s'aperçoit que l'esprit libéral de son initiateur est présent dans les articles, très concrètement. Alors, jusqu'où doit-on soumettre à l'éthique nos rapports à ces lois, puisqu'à un moment donné, concrètement, si je prends un exemple, celui d'un chef d'entreprise français de confession musulmane, qui aurait eu affaire à un conflit entre des salariés athées et ceux d'autres confessions,
un problème d'ordre organisationnel, d'horaire, de cantine ou autre, ou lié même à la période du jeûne de Ramadan. Quelle est sa marge de manœuvre, encore une fois, entre l'éthique générale, le cahier des charges de l'entreprise et quelles doivent être ses priorités? Écoutez, d'abord, les choses sont extrêmement simples. Il y a une loi, il y a un cadre légal, et puis la charge du chef d'entreprise, c'est le respect de la loi. À l'intérieur du respect de la loi, il a des latitudes pour gérer son entreprise comme il le veut, en accord avec ses salariés ou dans le cadre qui sera le sien. Donc il faut qu'on fasse attention à une chose, le cadre de la loi n'est pas restrictif. Je veux dire, on a une marge de manœuvre à l'intérieur de la loi, dans les entreprises privées, dans les entreprises que l'on gère, qui est tout à fait phénoménale. Il y a une très très grande liberté. Ensuite, il y a le service public. Et le service public, on y respecte la loi sans aucune discussion. Après, à l'intérieur du respect, dans le cadre du respect, on peut établir le bon comportement. On peut ajouter à la règle, dans le cadre du respect, on peut établir le bon comportement, on peut ajouter à la règle l'éthique, le bon comportement. Ça, c'est ce que nous, on répète souvent aux citoyens français de confession musulmane. Non seulement vous respectez la loi, mais vous y ajoutez le sens de l'engagement, le sens de la participation, l'éthique du citoyen et pas simplement les droits du citoyen. L'éthique du citoyen, c'est de comprendre comment on s'y engage et comment est-ce que l'on fait les choses. Et puis à partir d'un certain moment, c'est vrai qu'il faut comprendre une chose qui est très très importante au moment T où nous parlons maintenant, c'est que le cadre légal, c'est du pouvoir. La loi, c'est le pouvoir aussi. L'espace, c'est aussi du pouvoir, disait Foucault. Mais l'interprétation du pouvoir, de la loi et des espaces, la maîtrise des espaces, c'est un pouvoir additionné. Et aujourd'hui, on a des gens qui lisent la loi et qui nous disent ce que dit la loi à la mesure de ce qu'ils veulent en faire, c'est-à-dire savoir qui est intégré et qui n'est pas à l'intérieur. Les citoyens français de confession musulmane doivent reprendre possession de ce territoire de la loi pour avoir le pouvoir de leur citoyenneté. D'accord, un territoire qui peut aussi nous échapper, puisque la loi s'inscrit elle aussi dans une pyramide des normes et qui va avoir des traités, des constitutions au-dessus, et puis après peut-être, comme on le voit avec la communauté européenne, finalement, finir par ne plus avoir le choix. Alors ça, c'est une vraie question, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, tous les citoyens en Occident, et en particulier en Europe, sont en train de se rendre compte que des espaces de loi, que des espaces de droit sont en train de leur échapper, qu'on décide en haut lieu. Alors ça, c'est vrai au niveau des institutions même européennes, mais ce n'est pas simplement ceci qui est le plus grave. Aujourd'hui, à l'heure de la crise, on s'aperçoit que des pans entiers de nos droits citoyens sont en train de nous échapper au nom de logiques économiques, c'est-à-dire des technocrates, c'est-à-dire des logiques dans lesquelles la démocratie ou le droit du citoyen ne sont même pas des références. On n'en tient pas compte. L'absence d'éthique en économie s'impose à un flou éthique en politique. C'est la disparition d'un statut du citoyen sur lequel nous avons tous les citoyens européens, pas simplement les musulmans, à réfléchir ensemble. Donc, le citoyen français de confession musulmane peut encore faire des choix. Bien sûr, il peut faire des choix, il doit les faire et surtout, il ne doit pas s'illusionner parce que quand on vous dit que vous avez le choix entre le vide et le presque vide, c'est un choix à moitié vide. D'accord. Tariq, je vais justement vous demander d'en faire un choix, et ce sera, je vous rassure, dans un registre un peu plus léger. Je vous propose donc à vous et à nos chers web auditeurs de passer au moment du choix. Tariq, je vais vous demander de choisir parmi 5 éléments celui qui est le plus proche de votre sensibilité artistique. Je vais dans un premier temps les présenter un à un, et si vous le souhaitez, vous pourrez nous faire part à voix haute de votre réflexion. Alors, vous avez donc le choix entre ce tableau de Salvador Dali, donc 1931, La persistance de la mémoire. Ok. Nous avons un fichier musical de Cat Stevens, c'est The Lady d'Arbanville. On va en écouter quelques secondes. My lady d'Arbanville. Why does it grieve me so? Alors on aimerait que ça dure plus longtemps, mais je dois présenter le troisième choix, qui est ce plat gastronomique français de Joël Robuchon, une caille farcie de foie gras et caramélisée avec une pomme purée à la truffe noire. Choix, cet ordinateur portable dont les courbes ont été imaginées par John Eve, donc designer britannique. D'ailleurs, je vais vous permettre de l'avoir en main en réalisant le même geste que l'emblématique patron de la firme américaine, donc en sortant cet outil d'une enveloppe. Voilà.
vous le transmets, je vais venir le récupérer rapidement. Et enfin, le dernier choix, c'est une copie réalisée par mes soins du tableau de Munch, Le Cri. Voilà, vous avez donc une vue d'ensemble des différents choix. Ben, écoutez, sur votre propre œuvre, je salue vos qualités de dessinateur. Vous moquez sur pas. sur l'ordinateur, eh bien, c'est vrai que c'est un formidable design. Le football, ça a été une activité que j'ai pratiquée, un sport que j'ai pratiqué pendant 20 ans de ma vie, et c'est vrai que il y a quelque chose qui est de l'ordre de, comme on dit en football, de la classe dans la façon dont il a négocié ceci. La nourriture, je suis moins intéressé et moins impressionné. Je mange à peu près n'importe quoi à partir du moment où le goût est satisfaisant. C'est éthique, ça? Oui, c'est éthique. Oui. L'éthique de la simplicité, c'est très très bien. Cat Stevens, qui est devenu Youssouf Islam et qui est un ami. C'est un ami de longue date maintenant. C'est surtout là-dessus que je m'arrêterai, sur l'œuvre de Dali. Parce que l'œuvre de Dali, sur la mémoire, sur le temps, sur la chose, sur la dimension de ceux qui font, qui se plient, il y a quelque chose de tout à fait surprenant chez ce peintre sur l'expression artistique, et je trouve ce tableau assez impressionnant. Impressionnant dans les couleurs, impressionnant dans cette espèce de traduction des éléments du temps dans une espèce de quelque chose qui dégouline comme ceci, qui a à la fois quelque chose qui nous échappe et quelque chose qui porte une espèce de malaise. C'est une œuvre d'un homme, d'un artiste en fait. C'est une vraie œuvre d'art. D'accord. Bien, Tariq, merci. Je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer à la question qui n'a aucun rapport. Tariq, je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, ou ne pas répondre du tout, prendre 3 secondes comme 3 heures. C'est la question qui n'a aucun rapport. Nietzsche était-il fou? Non. Il a été fou sur la fin de sa vie, mais son œuvre n'est pas l'œuvre d'un fou, elle est l'œuvre d'un homme torturé, d'un homme souffrant, qui a fini fou parce que il n'a peut-être pas réussi ou n'a pas eu les moyens de maîtriser la densité de ses questions. C'est un homme dont les questions étaient plus fortes que la raison. Bien, merci. Tariq, nous avons été très heureux et honorés de vous accueillir au bureau de la dissidence. Chers web auditeurs, comme vous le savez, l'art et l'éthique sont des thèmes qui ont été traités par de nombreux ouvrages, depuis presque peut-être toujours. La réalisation d'une seule œuvre peut prendre beaucoup plus de temps que le tournage de notre émission. Vous comprenez donc que nous avons traité que quelques aspects du sujet. Et vous invitons par là à venir enrichir le débat sur le site internet de l'émission nonametv.fr. Car n'oubliez pas, vous êtes les programmateurs de l'émission, c'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom.